Notre conscience influence notre génétique. Donc, c'est le titre de la capsule audio d'aujourd'hui. Je l'ai choisi étant donné que je vais parler d'épigénétique. Donc, je vais faire référence à cette science qui est encore toute jeune sur le plan historique, qui vise à faire l'étude de l'impact de nos comportements et également de notre subjectivité sur l'expression de nos gènes et de notre ADN. Donc, ces éléments-là vont moduler notre dimension génétique. Et ça va être, mes propos en fait vont être en relation essentiellement avec les travaux de Bruce Lipton auxquels je me suis intéressé dans les derniers jours. J'ai écouté par rapport à lui des vidéos entre autres sur YouTube. Vous pouvez en retrouver plusieurs et également là, des articles se rapportant à cet auteur prolifique qui au fil des ans a écrit de nombreux livres. Par rapport à cet écrivain dans le domaine de la biologie et de l'épigénétique qui a déjà enseigné aussi à l'université aux États-Unis, donc qui a été enseignant en biologie cellulaire à la faculté de médecine de l'université de Wisconsin. Eh bien, je vais faire référence essentiellement à ces travaux aujourd'hui. Vous allez avoir des liens web là, par rapport à ça là, en bas de l'enregistrement d'aujourd'hui. Donc, je vais reprendre certains éléments que j'ai trouvés particulièrement intéressants au fil des éléments qu'il a présentés là, dans le cadre de ses ouvrages, de ses écrits, de ses propos aussi sur le web. Et je vais me permettre aussi de commenter là, certains de ces éléments. Donc, par rapport à l'enregistrement d'aujourd'hui, donc vous allez avoir des références là, en bas de l'enregistrement là, en lien avec lui. Et puis, par rapport à l'épigénétique, c'est un mot avec épi comme préfixe qui veut dire au-dessus. Donc, épigénétique veut dire contrôle au-dessus des gènes, soit en fonction, entre autres, de la conscience de l'individu et de facteurs environnementaux, là. Donc, qui vont avoir un impact par rapport à l'expression de ces gènes. Donc, les gènes et l'ADN ne contrôlent pas totalement notre biologie, mais ils sont contrôlés par des signaux à l'extérieur de la cellule, soit l'environnement, et la perception de l'environnement par l'individu, c'est-à-dire sa subjectivité, sa conscience. D'où l'importance d'être vigilant à la façon dont on répond à notre environnement, donc entre autres notre capacité de résilience sur laquelle on peut avoir un pouvoir d'agir. Donc autrement dit, par rapport à une même situation, il y a des gens qui vont composer avec elle d'une manière très différente. Donc par exemple, quelqu'un peut perdre un emploi, et la personne elle peut sombrer dans un état de dépression, puis être capable de travailler pendant plusieurs semaines, alors que l'autre personne, elle perd aussi son emploi de nature similaire. Elle pourrait être au sein de la même entreprise, mais la personne, une fois que l'emploi est perdu, elle se remet tout de suite en action pour en trouver un autre. Donc, la façon de composer avec l'événement et d'y faire face. Donc, ça va avoir une incidence par la suite sur la manière que la personne vit sa vie, mais aussi par rapport à la manière dont ses gènes et son ADN va s'exprimer. D'où le fait, entre autres, qu'il peut y avoir, par exemple, des gens là, qui vont avoir une génétique similaire, mais il y en a qui vont développer des problèmes de santé et d'autres non. Mais ce qui est intéressant avec l'épigénétique, puis fondamentalement, pourquoi que j'ai décidé de m'y intéresser là, par rapport aux travaux là, de Bruce Lipton, entre autres, c'est le fait que la façon que c'est présenté, ça sort l'individu d'une mentalité d'impuissance. C'est-à-dire que
sur le plan historique, l'idée qui a été véhiculée à l'égard des gènes, c'est que les individus subissaient le déterminisme de gènes et que par rapport à ça, c'était de l'ordre de la fatalité, dans le sens que si la personne, sur le plan génétique, on disait, la personne a de l'héritage génétique de 2 parents qui ont été atteints du cancer, ça devient fort probable que la personne va développer un cancer. Donc, et si la personne n'a pas eu de parents qui ont eu le cancer, au niveau génétique, il y a moins de chances que ça arrive. Par contre, si un des 2 parents ou même les 2 ont eu le diabète, il y a des facteurs qui peuvent aller dans ce sens-là, mais l'idée à travers l'épigénétique, c'est de dire que le déterminisme génétique, de par la programmation liée à l'hérédité, n'est pas absolu. Donc, c'est pas parce que les 2 parents ont un problème de santé donné que l'individu, par la suite, va l'avoir nécessairement. Autrement dit, l'individu, de par son rapport à l'environnement, c'est sûr l'exposition à des produits chimiques de l'environnement, comme par exemple des pesticides, des perturbateurs endoctriniens et des produits toxiques, c'est sûr, ça peut avoir un impact sur sa génétique, mais aussi ses pensées. Donc, ces différentes variables-là vont avoir un impact pour moduler l'expression des gènes. Et là, ce qui est intéressant, c'est que l'individu peut avoir un pouvoir d'agir dessus, d'où, entre autres, le fait que si la personne fait preuve de résilience dans sa vie, c'est-à-dire une capacité d'encaisser les chocs sans sombrer dans la dépression ou devenir impuissante, à ce moment-là, la personne qui a une capacité de résilience, cette dernière, en l'amenant à connaître des états d'être où ce qu'elle va être centrique, des états d'être aussi qui peuvent être joyeux, donc la personne qui est capable d'être heureuse en dépit de l'adversité auquel elle est confrontée, ce type d'état d'être-là va avoir une incidence sur les gènes parce que tout est interrelié. C'est-à-dire que les gènes ne sont pas programmés à la naissance, un peu comme un logiciel informatique, puis l'individu n'a pas d'impact. Non, les gènes peuvent avoir de l'impact sur l'individu, certes, parce que c'est les gènes qui vont amener des développements au niveau de l'organisme biologique sur le plan physique, mais l'individu peut avoir de l'impact sur des gènes. C'est un peu comme le rapport de l'individu à l'environnement. Donc, l'individu peut être imprégné par des gens de l'environnement qui sont dépressifs puis devenir dépressif, mais l'individu peut être heureux puis il peut imprégner des gens de l'environnement pour qu'ils soient heureux aussi. Et donc, ici, ce qui est intéressant avec l'épigénétique, c'est que ça va dans le sens de la dynamique de l'inter-influence qui est possible. Donc, la personne n'est pas victime d'un système fermé, mais le système entre elle et ses gènes ou l'environnement est ouvert. Donc, ça peut aller dans les 2 sens. Et c'est sûr que par rapport à la capacité de résilience qui va favoriser une expression génétique qui va être plus saine pour l'individu, ça me ramène à l'importance, entre autres, de la philosophie du jovialisme auquel j'ai fait allusion abondamment au fil de mes capsules audio, étant donné que c'est une philosophie que j'apprécie en particulier parce qu'elle met l'emphase sur la fête, le bonheur et la joie de vivre. Donc, c'est sûr que si la personne est heureuse parce qu'elle est capable de générer en elle un bonheur pour rien, puis elle est capable aussi de réaliser que de faire un usage positif du négatif pour donner de mieux, donc une attitude de résilience, c'est sûr que ces éléments-là, et de voir entre autres à travers du plaisir une forme de sagesse, tous ces éléments-là sont propices à la santé de l'individu, dans le sens que si la personne est heureuse, ça va faire en sorte que son organisme va être plus sain que la personne qui est déprimée, puis que beaucoup d'énergie va être mobilisée parce qu'elle vit du stress chronique à sécréter l'hormone du cortisol ou de l'adrénaline. Donc, si son organisme est mobilisé pour métaboliser certaines hormones en son sein, l'énergie n'est pas utilisée à ce moment-là pour générer d'autres types d'hormones ou être utilisée par son système immunitaire pour le garder en puissance.
Parce que l'énergie qui est utilisée quelque part, qui ne l'est pas ailleurs, bon, ben, ça peut faire en sorte que la personne va avoir un système immunitaire qui est plus faible. Donc ça, c'est des éléments intéressants à prendre en considération. Donc, à travers l'épigénétique, j'en viens à la conclusion que notre façon de répondre au monde, de composer avec les événements de notre vie, du quotidien, peut favoriser ou non l'expression de certains gènes. Et c'est ça qui va avoir un impact, entre autres, sur notre vie. Puis bon, l'épigénétique nous sort d'une conception du monde où l'individu est représenté comme étant la victime de sa programmation génétique, de ses antécédents, de la génétique de ses ancêtres qui lui a été transmis de par la génération précédente, comme ça a été véhiculé là, dans le domaine de la biologie là, pendant plusieurs décennies, puis là, les gens croyaient à ça. Là, ça me fait penser un petit peu la croyance chrétienne où la personne croyait être victime du péché de ses ancêtres, et là, à ce moment-là, devoir expier des péchés qui auraient été commis, entre autres, par des ancêtres lointains, représentés à travers la figure d'Adam et Ève et du péché original là, qui aurait été commis là, par ces premiers humains qui auraient habité sur la terre là, dans une vision biblique. Là. Donc, ce qui est intéressant aussi à prendre en considération, c'est qu'on peut avoir des gènes qui sont sains. Donc, la personne n'a pas de programmation génétique défaillante là, par rapport à l'un ou l'autre de ses parents, mais si elle a une perception négative de la vie, si elle est pessimiste, eh bien, c'est sûr que ça peut l'amener à vivre du stress chronique et générer des maladies qui peuvent l'amener à avoir un système immunitaire plus faible. Aussi, ces éléments-là peuvent nuire à sa santé à moyen ou à long terme. Là. Donc, avoir les gènes sains, c'est pas tout à la base, mais ça prend une psychologie aussi. Et là, c'est sûr que par rapport à la psychologie, l'individu a de l'impact. Puis sinon, ben, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à Bruce Lipton, il disait que, bon, le déterminisme génétique, c'est pas l'essentiel qui va déterminer si la personne va être en santé. Les facteurs environnementaux et sa psychologie composent l'essentiel. Tandis qu'autrefois, il y en a qui véhiculaient l'idée que toute la personne était déterminée à 100% par les gènes, puis c'était comme une fatalité qu'elle subissait une programmation génétique qui l'échappait, puis non, ça sort de ça, cette vision de l'épigénétique qui est de plus en plus véhiculée aujourd'hui, d'où l'intérêt. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de réaliser que la conscience va changer la chimie du sang, donc les éléments là, qui vont composer le sang qui circule à travers nos veines. Donc, l'idée, c'est que le cerveau est le chimiste qui ajoute des éléments au sang avec les neurosécrétions. Donc, c'est sûr que si le cerveau amène à ce que des neurotransmetteurs soient produits en certaines quantités, donc des hormones, comme par exemple la dopamine, l'ocytocine, le cortisol, l'adrénaline. Donc, tout ça, ça a une incidence. Et ce qui va amener le cerveau à produire des éléments dans le sang, c'est entre autres les images qu'on a en tête, c'est-à-dire notre imagination. Donc, par exemple, la personne qui se croit amoureuse et qui a des images en ce sens-là, bon, ben ça peut l'amener à sécréter de la dopamine parce qu'il y a un plaisir lorsque la personne, entre autres, commence à être amoureuse. Ensuite, lorsqu'elle vit une relation amoureuse, bien, elle peut sécréter l'hormone de l'ocytocine en lien avec l'attachement. Et aussi, il peut y avoir de l'hormone de croissance qui est libérée lorsque la personne est amoureuse. Donc, autrement dit, lorsque la personne, de par son imagination, va vivre des états d'être particuliers, et bien les états d'être vont amener des sécrétions d'hormones au sein de l'organisme. Et la chimie du sang va être influencée par elle. Et ces éléments-là ont une incidence sur notre vie. Si on pense, entre autres, le cortisol, bon, ben, si l'hormone du stress est produite en grande quantité pendant une grande période de temps parce que la personne vit un état de stress chronique, bien, à ce moment-là,
ça va faire en sorte que pendant cette période-là, le système immunitaire va être plus faible parce que l'énergie va être mobilisée pour sécréter l'hormone du cortisol au lieu d'être mis ailleurs. Donc, ça va aller à l'encontre de la vitalité si la personne vit trop de stress. Donc, c'est sûr que ce qui est intéressant, c'est entre autres la vision de la vie, de la chimie qui est présentée là, par Bruce Lipton. Donc, ça revient à dire essentiellement de ce que je comprends là, de l'ensemble de son propos qui est véhiculé sur le web, c'est que c'est la manière dont nous gérons les perceptions, donc avec notre subjectivité, notre façon de se représenter le monde individuellement. C'est ce qui va faire la différence entre le fait que nous sommes stressés ou non, parce que c'est ça la base qui va générer des modifications chimiques qui vont être engendrées dans le corps biologique par la suite. Autrement dit, si quelqu'un a une mauvaise vision de la vie, la personne est pessimiste, entre autres, cela peut nuire à la chimie de son corps et se répercuter sur sa santé en affaiblissant, par exemple, son système immunitaire. Si la personne vit de l'anxiété là, d'une manière chronique, là, entre autres, là, avec beaucoup de stress, en fait, derrière ça, c'est de réaliser que c'est nos perceptions de notre vie et de l'existence qui vont définir les caractéristiques de la manifestation ou non de certains neurotransmetteurs là, dans notre organisme, puis également notre état de santé. D'où la base, l'effet placebo. Donc, l'effet placebo est en relation avec de la perception. Ce qui veut dire, par rapport à l'effet placebo, si quelqu'un prend par exemple un comprimé sans comporter d'agent actif sur le plan médical et que la personne croit sincèrement et fondamentalement que prendre le médicament, en fait le cachet, va l'aider à avoir une meilleure santé et que l'idée lui est induite par un médecin que prends tel médicament, tu vas voir, ta santé va s'améliorer et qu'elle adhère à ça. Le fait qu'elle y croit, ça peut changer son état mental et avoir une pensée positive que sa santé va être bonne et par la suite engendrer une physiologie positive et favoriser les mécanismes d'auto-guérison qui sont présents en elle. Donc, autrement dit, ce que ça veut dire, c'est que la personne qui, par exemple, a un problème de santé, elle vit du stress et sécrète des grandes quantités de cortisol qui lui gruge beaucoup d'énergie. Eh bien, le fait qu'elle va prendre un comprimé ne comportant pas d'agent actif, mais qu'elle croit qu'il y en a un dedans qui va favoriser sa santé, va faire en sorte que par la suite, si prendre le comprimé diminue son niveau de stress et d'anxiété, eh bien, l'énergie qui n'est plus utilisée pour métaboliser l'hormone du cortisol et de l'adrénaline, eh bien, cette énergie-là va pouvoir être utilisée et être mobilisée par les mécanismes naturels d'auto-guérison et être distribuée davantage à son système immunitaire, entre autres. Donc, ça devient intéressant à ce moment-là d'étudier l'effet placebo. C'est sûr que son corollaire, l'effet contraire, bien, c'est l'effet nocebo. C'est-à-dire que les pensées négatives peuvent affaiblir les gens avec la même puissance que les pensées positives peuvent les guérir. Donc, la psychologie de l'individu peut participer à sa déchéance, à sa dégradation, à le rendre malade, comme ça peut participer à le rendre en santé. Et là, ça devient intéressant, ce type de considération, parce que ça fait réaliser à la personne qu'elle a un impact sur sa santé, là. Sa santé n'est pas juste le résultat d'une programmation génétique liée à ses ancêtres qui lui échappe. Sinon, ce qui est intéressant, c'est de s'attarder naturellement à la question du stress, parce que l'un des fléaux de l'époque présente, c'est le stress qui est très présent dans nos sociétés en Occident, qui mettent l'emphase sur la compétition, la performance et aussi qui est véhiculé à travers des bulletins de nouvelles où il est question de tragédies, de drames, de conflits internationaux, de menaces liées à un virus qui peuvent générer beaucoup de stress. Et là, la gestion du stress, ça devient intéressant.
Donc, c'est sûr que ce qui est intéressant à réaliser par rapport au stress, c'est au niveau de la chimie. C'est-à-dire que l'hormone du stress, le cortisol, va changer la chimie du sang et va éteindre, lorsqu'elle est sécrétée massivement, le système immunitaire et les fonctions du corps n'étant pas nécessaires. Donc, dans l'optique d'économiser de l'énergie et de mobiliser le corps pour faire face à la menace perçue, comme de courir, par exemple, par rapport à la menace d'un tigre ou d'un ours là, proche de nous. Donc, la réponse de la fuite par rapport à une menace et de l'activation rapide du système biologique, physique humain, qui était adapté dans le passé de nos ancêtres, c'est-à-dire que lorsque nos ancêtres dans des temps lointains, vivaient en nature et qui pouvaient être menacés par un animal sauvage en tout temps, de vivre du stress par rapport à ce type de menace-là, c'était intelligent. Par contre, aujourd'hui, dans un contexte moderne où il n'y a plus de tigres et d'ours là, un peu partout, dans notre environnement ou des serpents veneneux, là, à ce moment-là, la réponse qui était autrefois adaptée, compte tenu du changement du contexte humain, où les gens, entre autres, dans les grandes villes, sont plus menacés par les animaux sauvages, fait en sorte que la réponse qui était adaptée dans un contexte donné ne l'est plus dans un autre contexte. Ce qui fait en sorte que l'organisme qui va vivre du stress en grande quantité par rapport à la peur de la menace d'un virus, d'une guerre dans des pays lointains, par la suite d'une crise économique, et ainsi de suite, donc l'anxiété. C'est sûr que l'anxiété en tant que telle, si c'est quelque chose qui est entretenu pendant une longue période de temps, bien, ça peut dévitaliser l'individu. Parce que à ce moment-là, l'énergie ne va pas au système immunitaire, là. Donc, c'est sûr que autrefois, en passant, la réaction de l'organisme qui se met en action pour faire face à une menace liée au stress, puis à la sécrétion massive de l'hormone de la cortisol, c'était par rapport à des menaces ponctuelles. Donc, un animal sauvage, l'animal est là, la personne se met à courir, il n'y a pas de stress chronique. Et ce qui est délétère, ce qui est nuisible pour la santé, bien, c'est le stress chronique. Donc, c'est sûr que si la personne, ça fait au-dessus de 2 ans qu'elle écoute des bulletins de nouvelles, puis elle vit une forme d'anxiété généralisée, de stress chronique, parce qu'elle a peur, jour après jour, de mourir d'un virus et que ça l'empêche de dormir et ça la désorganise dans son fonctionnement quotidien, puis à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que ça risque d'affaiblir son système immunitaire, les mécanismes de croissance et aussi de protection. Peut-être d'ailleurs, on va observer que parmi les enfants qui ont grandi pendant la période de la crise associée au virus, il y aura peut-être des enfants qui n'auront pas la même grandeur que leurs prédécesseurs, dans le sens que le stress va affecter leur taille physique. Et d'autres, ou certains stades de développement là aussi. Là, Donc, ce qui est intéressant de comprendre, puis de démystifier, entre autres, c'est de réaliser que par rapport le stress, c'est que, dans le fond, par rapport à beaucoup des maladies que les gens connaissent dans les sociétés occidentales, c'est souvent lié au stress, au mode de vie, plutôt qu'aux gènes. Et le stress chronique vécu naturellement peut nuire au système immunitaire parce que l'énergie est mobilisée pour une réaction de fuite. Et à ce moment-là, ça peut faire en sorte que la personne qui vit constamment du stress est fragilisée et elle devient plus disponible face à attraper des virus. Donc, quelqu'un qui a tout le temps peur d'attraper un virus, puis qui a vécu beaucoup de stress, puis elle dépense beaucoup d'énergie par rapport à ça, ça ne l'empêchera pas d'attraper le virus, puis ça risque de la fragiliser davantage. Donc, c'est sûr que c'est quand même particulier de réaliser ça, puis de s'arrêter là, à ce type de constatation.
Mais je pense que ça vaut la peine au moins une fois dans sa vie là, d'aborder ce genre de sujet. Donc en réalisant, entre autres, en faisant l'étude de l'épigénétique, que notre état d'être et notre rapport à l'environnement. Bon, le rapport à l'environnement, bon, ben c'est sûr que entre autres, les habitudes alimentaires, donc manger bio idéalement, sans manger de pesticides, faire régulièrement de l'activité physique, éviter de consommer de l'alcool en grande quantité, éviter de fumer la cigarette, bon, les saines habitudes de vie, d'agir dessus. C'est quelque chose qu'on peut faire. Ce genre d'idée-là a été abondamment là, véhiculé là, sur Internet. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est vraiment la dimension psychologique. Donc, en plus d'apporter des comportements sains dans l'existence, un individu peut s'avantager en ayant une psychologie qui va favoriser sa santé d'une manière globale, la santé de son ADN et aussi de ses gènes. Donc, à ce moment-là, ben, ça devient, à mon avis, pertinent pour certaines personnes de pratiquer l'auto-hypnose, la prière et voire même la bénédiction. Donc, autrement dit, lorsque je fais l'activité de bénir, ce que je vais faire, d'ailleurs, je vais faire ici une brève séance de bénédiction, c'est que je vais utiliser ma pensée pour générer l'état d'être qui me permet d'être heureux, d'être cohérent dans ma psyché, d'être bien. Et c'est sûr que d'être capable de générer un état d'être qui nous avantage, à mon avis, par rapport à tout ce qu'on est exposé là, sur Internet, dans les médias de masse, voire alternatives, en lien avec différentes crises, que ce soit là, au niveau national ou international, par rapport au conflit en Ukraine, par rapport à la menace d'un virus qui dure d'un peu plus de 2 ans, etc. Donc, si on se laisse imprégner par des pensées négatives ou anxiogènes de l'environnement, ça peut nous amener à sécréter massivement du cortisol puis affaiblir notre système immunitaire, voire nuire à notre santé. Tandis que si on prend notre santé en main puis on est capable de mettre un stop par rapport à ça, puis on est capable d'agir en tant que programmateur de sa psyché, donc autrement dit, de neutraliser les états d'anxiété qui peuvent être induits par l'environnement en se reprogrammant, bien, à ce moment-là, ça devient intéressant parce que ça nous sort d'un état d'impuissance puis un état d'éponge à l'égard de l'environnement. Et c'est sûr que par rapport à ça, ben, c'est créatif aussi parce que la personne, entre autres, peut utiliser, bon, il y a différents outils, là, la méditation créative, visualisation créatrice, qu'on va parler certains. Comme par exemple, bon, un athlète qui fait du plongeon ou qui participe à des Olympiques peut se représenter mentalement en train de réaliser une performance, puis ça peut le favoriser par la suite dans son exécution à travers l'utilisation de l'imagination. Mais on peut utiliser l'imagination pour différentes fins. Donc, et c'est sûr qu'à ce moment-là, ben, si notre état d'être a un impact sur notre ADN et notre pensée aussi, bien, à ce moment-là, on peut utiliser les connaissances modernes de l'épigénétique combinées aussi à celles de la physique quantique à l'effet que nous sommes en relation avec le tout pour nous avantager. Donc, c'est sûr qu'on est en relation avec le tout dans le sens les éléments à la fois à l'extérieur de notre corps physique, mais aussi à l'intérieur. Donc, notre tout sur le plan cellulaire. Donc, la totalité de nos éléments qui composent notre corps biologique. Donc, c'est sûr que par rapport à ça, on peut moduler leur expression. Donc, là, je vais débuter après cette petite mise en contexte, cette courte séance de bénédiction. Donc, tout d'abord, ben, je vais me déposer. Hein? Donc, je vais prendre du temps pour inspirer et expirer consciemment. Donc, j'inspire tranquillement. Et également, je vais expirer lentement.
j'inspire encore tranquillement et j'expire aussi tranquillement. Et encore une fois, consciemment, j'inspire tranquillement et aussi je vais expirer tranquillement. Donc, je vais utiliser ma conscience pour générer des états d'être agréables d'une manière immédiate. Je ressens maintenant de la joie de vivre. Je bénis ma joie de vivre. Je bénis mon système immunitaire. Je bénis sa force, sa puissance. Je bénis ma bonne posture dorsale. Je bénis la capacité de ma peau à absorber les rayons de l'énergie du soleil pour s'en nourrir. Je bénis la longévité de mon corps physique en santé. Je bénis ma prospérité financière. Je bénis ma volonté, mon intelligence et mon amour. Je bénis ma résidence pour que ce soit un lieu qui soit toujours rempli de vitalité, d'énergie. Je bénis ma capacité de connaître un sommeil régénérateur. Je bénis la régénération des cellules parce que à chaque seconde, notre corps génère une grande quantité de nouvelles cellules. Et j'utilise ma conscience pour bénir ces cellules dans l'optique qu'elles soient saines, dans l'optique qu'elles baignent dans un état de santé. Je bénis d'ailleurs ma capacité de baigner dans un état de bien-être. Je bénis l'immortalité de mon corps d'énergie, sa croissance et son expansion, ce que certains vont appeler le double éthérique, le corps de lumière. Je bénis mon centre de gravité permanent. Je bénis ma stabilité psychique. Je bénis la vitalité de mon corps d'énergie, tout en réalisant qu'à chaque fois que je bénis, je mets de l'énergie sur l'objet de la bénédiction auquel je fais allusion. Je bénis mon imaginaire pour qu'il soit source de créativité, de beauté, de santé, d'amour, de joie, de lumière, qu'il soit capable de me permettre pleinement de jouir de la vie. Je bénis ma capacité de communiquer et d'étudier les différentes langues qui m'intéressent, c'est-à-dire présentement, c'est la langue anglaise et aussi celle espagnole. Donc, je m'auto-suggestionne d'une manière volontairement consciente, de sorte que d'étudier ces langues soit facile pour moi, que ce soit un jeu d'enfant. Je bénis mon unité avec l'esprit et également ma capacité à l'écouter. Donc, la capacité à écouter ma conscience globale, mon intuition, ce que certains vont appeler ma petite voix intérieure. Je bénis mon ouverture à l'intelligence créative. Je bénis le lieu où je travaille pour qu'il soit chargé d'une énergie vitalisante et qu'il s'y trouve de belles vibrations. Je bénis ma capacité à ressentir l'amour et à le manifester ici et maintenant. Je bénis mon épanouissement total au niveau intellectuel, émotif et également physique. Je bénis ma capacité de jouer, de rire et mon sens de l'humour.
Je bénis ma capacité de vivre à mon rythme dans le respect de mon individualité. Je bénis ma capacité à rencontrer des gens en affinité vibratoire avec moi, soit ce que je vais appeler les alliés de ma vibration. Je bénis l'actualisation de mon plein potentiel. Je bénis la satisfaction instantanée de tous mes besoins. Je bénis le bon déroulement des voyages que j'effectue, en me rappelant qu'à chaque fois que je me déplace en voiture, à pied ou même en autobus, je ne fais que me déplacer à travers de moi-même, en ce sens que la conscience, c'est tout. Donc, la conscience va englober le monde et sur le plan de l'énergie pure, la conscience est au-delà des éléments sur le plan physique. Donc, je bénis la capacité de me promener en moi-même. Donc, les villes sont en moi-même, l'univers est en moi-même, le cosmos aussi. Donc, en étant heureux. Et en réalisant qu'en réalité, fondamentalement, il n'y a rien d'étranger à moi-même parce que ma conscience, c'est moi-même dans le tout. Et que mon corps physique n'est qu'une dimension localisée qui se rapporte sous la forme d'une expression individualisée sur donc le plan physique, le plan phénoménal. Mais que sur le plan nouménal, ma conscience, c'est le champ de déploiement de ce que je suis, à la fois sur le plan physique et à la fois en tant qu'espace où toutes les perceptions de mon environnement sont générées et sont produites. En terminant, naturellement, je vais bénir ma capacité de bénir pour qu'elle soit constamment grandissante, tout en ayant une attention particulière pour, de façon totalement arbitraire, un peu comme par décret politique, d'avoir l'audace de décréter d'être heureux maintenant, sans raison. Un peu comme le fait souvent le philosophe jovialiste André Moreau, donc je vois dans son sens. Donc, tant qu'à nourrir un état d'être, pourquoi pas nourrir un état d'être dans le quotidien qui est propice à la santé, à la capacité de rire, de jongler avec les difficultés de la vie, les problèmes. Donc, de faire preuve de résilience, étant donné que c'est propice à une modulation de l'expression des gènes en notre faveur. Donc, sans raison, je me permets d'être heureux maintenant et de rire. Pourquoi pas? C'est sûr qu'il y en a qui peuvent trouver ça ridicule, mais ça peut paraître stupide, mais si vous riez tout simplement, ça va avoir une incidence sur votre état d'être. D'ailleurs, il y a un adage qui dit « paraître ce qu'on veut être ». Le simple fait, par exemple, de se sourire à soi-même dans le miroir va induire un état de bonheur. Donc, et ça va avoir une incidence aussi sur votre chimie de votre cerveau. Donc, pourquoi pas rire dans la vie. Et sur ces considérations, eh bien, écoutez, je vous dis à bientôt et au revoir.